Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum. Alors, on dit souvent que la Guyane n'est pas une île, d'accord, mais ce n'est pas vrai en tout état de cause en matière de production d'énergie. Et en plus, non seulement on est une île en matière d'énergie, mais on est presque un archipel. En effet, notre territoire, à l'inverse de la France hexagonale par exemple, ou du Brésil aussi, notre voisin, ne bénéficie pas d'un réseau interconnecté avec d'autres pays. En plus, en marge, je vous le disais, des communes du littoral qui, elles, sont reliées par un réseau sur lequel on va revenir, donc un réseau de distribution, plusieurs communes de l'intérieur restent complètement isolées. Dans cette situation de solitude, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, est donc devenue plus qu'un simple outil de planification qui est confié à la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. C'est l'outil central qui organise la sécurité énergétique, la transition écologique et l'autonomie du territoire. Le document pour la période 2024-2033 a été présenté à l'Assemblée territoriale de Guyane la semaine dernière, avant d'être transmis pour validation à l'État. Plusieurs options destinées à accélérer la transition écologique locale, garantir la sécurité d'approvisionnement et adapter les politiques nationales et européennes à nos réalités locales ont donc été présentées. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre Cazel. Pierre Cazel, c'est le chef du département transition énergétique de la CTG. En fait, je dirais que c'est vraiment le coordinateur, celui qui a, avec d'autres, écrit cette PPE. Il est donc notre élu, notre invité, Oui, pardon. Je pensais à l'élu que nous avions invité également, le président, vice-président Jean-Paul Ferreira, qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc, nous avons avec nous Pierre Cazel, un sachant en la matière. Bonjour Pierre Cazel. bonjour à tous. Alors, donc, après 4 années de consultation et de discussion, je dis bien 4 années, parce que normalement, on ne dit qu'une année, mais en fait, je sais qu'il y a eu des travaux avant, enfin, vous me le direz avant moi, avec moi. Nous arrivons à la phase finale de l'adoption de la PPE 2024-2033 de la Guyane. Quelles sont les étapes qui ont été franchies? Revenez un peu sur le travail qui a été fait, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et également, quelles sont les étapes qui restent à franchir pour que cette PPE soit adoptée, applicable. Oui, tout d'abord, merci de m'inviter, de me donner l'opportunité de donner quelques explications sur, sur ce document extrêmement important qui conditionne le développement économique du territoire. Donc, l'objectif dès le départ a été de prévoir pour le système d'énergie, de l'énergie en Guyane, de l'approvisionnement d'énergie à nos concitoyens, d'en maximiser la sécurité. Et ensuite, en déclinant les objectifs qui nous avaient été fixés, donc bas carbone, 100% énergie renouvelable, 100% d'accès à l'électricité. Donc ce sont des thématiques extrêmement importantes qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup de concertation avec tous les acteurs. Et donc la dernière année a été intense à ce niveau-là, que ce soit au niveau des acteurs du secteur privé, que des représentants de la société civile, des ONG, et bien entendu des décisionnaires au niveau local, puisqu'il y a un impact local directement pour l'accès à l'électricité, donc les communes à travers le SMIGI. Donc une longue période de concertation, et comme vous l'avez dit, nous avons présenté ce projet de PPE à l'Assemblée territoriale la semaine dernière. Oui. Donc c'est un projet qui a été travaillé, qui regroupe, on va y revenir, un certain nombre d'options, un certain nombre de prévisions. C'est plus des options maintenant, ce sont des choix qui ont été faits sur la manière dont l'énergie électrique va être produite demain, sur la manière dont elle va être distribuée. On reviendra sur ces fameux problèmes de distribution et des coupures. Et avec cet astérix assez important, vous avez cité le SMEGI. Alors, beaucoup de Guyanais, à mon avis, ne connaissent pas l'importance de ce syndicat communal et intercommunal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que moi, je l'ai relié aux problématiques des communes de l'intérieur, mais il est surtout aussi relié aux problématiques de la distribution de l'électricité en Guyane. Oui, tout à fait. Alors, juste avant de commencer un préambule, la partie distribution d'électricité, qui est cruciale, bien évidemment, c'est le dernier maillon avant que nous puissions tous allumer notre lumière. Ça ne fait pas partie du cadre de la PPE. Ce sont des D'accord. discussions qui ont lieu ailleurs. Mais donc, pour revenir sur le sujet essentiel, oui, le SMEGI, c'est un syndicat des communes, parce qu'elles sont toutes confrontées à la même chose, des restrictions budgétaires
et la nécessité d'apporter l'électricité à leurs concitoyens, parce que, voilà, c'est l'occasion de le dire, le réseau de distribution appartient aux communes. Hmm. Et donc, elles ont créé ensemble, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années, hein, Oui, que, c'est que vrai. ce, Ça, il y a eu ce- beaucoup ce de... syndicat était en discussion. Il a finalement été créé sous la présidence de M. Bent. Et ça fait 1 an et demi, disons 2 ans, 1 an et demi, qu'il est doté d'un directeur, de staff, et qui commence à monter en compétence et se saisir de ces dossiers. Donc, nous avons travaillé beaucoup avec le SMEI. Donc les problématiques dont nous reparlerons, hein, puisque c'est vous qui êtes à notre micro aujourd'hui, les problématiques dont nous reparlerons, qui sont connues de tous les Guyanais, ces coupures de courant, la problématique de est-ce qu'il va y avoir un doublement de la ligne entre Petit-Sault et Saint-Laurent, la problématique est-ce que Saint-Georges va être relié au réseau. Tout ça, bon, on pourrait nous donner des informations, mais qu'à titre optionnel, puisque c'est effectivement la compétence du SMEGI. Hein. Pour la distribution, La oui, pas pour distribution. le transport, hein. Par exemple, vous avez Ah. mentionné la ligne entre Petit-Sault Ah bah merci de me permettre Petit-Sault de et Saint-Laurent. préciser. Ça, c'est la compétence du gestionnaire de réseau. Alors, comme en métropole, il y a 3 parties, grosses parties. Allez-y. La production, Oui. qui anciennement, historiquement, était un monopole d'EDF. Mhm. Il y a eu la dérégulation est passée par là. On a une multitude d'acteurs. Et ensuite, quand on produit de l'électricité, c'est physique, hein. C'est comme quand on transporte d'abord du gros, et ensuite dans un magasin de distribution qui donne des petits lots. Donc là, c'est pareil, il y a un gros réseau de transport. Donc ça, c'est la tension, hein, 90 000 volts. Mhm. En France, les lignes à haute tension, c'est 400 000 volts. D'accord. Donc 90 000 volts. Et ensuite, donc ça, c'est opéré par le gestionnaire de réseau, qui est EDF SEI. Mhm. Et ensuite, amène l'électricité. À Balata, il y a un poste avec transformateur. Là, ça transforme, ça abaisse la tension dans des plus petits fils, etc. Et donc, ce réseau-là, Le deuxième réseau, le le réseau réseau basse de tension et distribution moyenne exact, tension, qui amène qui l'électricité amène l'électricité à la chez porte nous. de chacun, Ça, ce ça sont les appartient communes. aux communes. Tout Aux à fait. communes. Et donc, c'est la compétence technique, etc. Bien évidemment, c'est EDF. Et donc, il y a une concession, Mhm. qui est un contrat de concession et qui permet à EDF de gérer. Alors, ce contrat de concession, alors c'est pas à moi d'en parler, bien évidemment, mais ça implique la maintenance préventive, la gestion, etc. Intervenir sur, on n'appelle pas la mairie, c'est EDF qui intervient directement, donc qui gère en total. D'accord. Alors, moi, revenons donc à cette PPE. Quand nous avons échangé sur ce sujet, vous avez dit que vous étiez très fier d'annoncer que avant la fin de cette PPE, vous allez me dire sous quel délai, la Guyane sera première dans le classement mondial, je dis bien mondial, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez nous dire pourquoi, comment? Oui, alors, on parle de l'électricité, hein, On bien parle évidemment. d'électricité, hein, oui, je parle d'électricité. Donc, Évidemment. quand Pas on des produit usines, de hein. l'électricité, on émet, c'est pas l'électricité elle-même, c'est pas quand on allume la clim que ça émet du CO2. L'électricité, quand elle est produite, elle peut émettre du CO2 en fonction du mode de production. Alors, bien évidemment, le fuel. Donc, en Guyane, on a le barrage de Petit-Sault. Alors, il y a des émissions, c'est le lac de retenue. Mhm. Mais donc, ça a été créé évidemment pour ça. Mais le lac de retenue, maintenant, comptablement et réellement, à chaque fois qu'on fait tourner la turbine, c'est pas ça qui émet du CO2. Et si on arrête de faire tourner la turbine, ça change rien. Donc, des émissions additionnelles sont nulles. Ensuite, on a les panneaux photovoltaïques, c'est nul également. Et la biomasse en Guyane, on a une filière très vertueuse, puisque en fait, elle récupère ce qui avant étaient des déchets, des dégâts. Quand on va exploiter pour produire du bois d'œuvre, vous connaissez bien évidemment l'ONF, on crée des pistes, donc on coupe des arbres. Quand l'arbre tombe, il fait tomber des arbres. Ensuite, quand ça va en Syrie, il y a des déchets. En Syrie, quand un tronc rentre, on ne peut valoriser que 40%. 60%, c'est des déchets. Et donc, la filière biomasse s'est montée sur ces déchets, des activités économiques. Et maintenant, en soutenant l'augmentation de la surface agricole, les agriculteurs qui doivent défricher quand ils obtiennent une parcelle. Mhm. Oui, c'est il vrai. faut défricher, donc ça coûte entre 2 000 et 5 000 euros l'hectare, s'il le fait lui-même. Et donc, une fois qu'il le fait, pareil, les arbres, ils sont là. Ils sont maintenant utilisés, valorisés dans la filière biomasse. Et donc, ça permet comme les coûts sont payés, on en reparlera tout à l'heure par la Commission de régulation de l'énergie, au nom de la péréquation tarifaire, ces coûts sont supportés en fait par l'électricité. Et donc, ça permet d'offrir gratuitement ou quasi gratuitement une défriche agricole aux agriculteurs. D'accord, là on donc, on va y revenir tout à l'heure. Parce que... les bénéfices collatéraux. Oui, et donc, pour revenir aux émissions, maintenant nous avons toujours des grades des cannes. Et il y a des grades des cannes aujourd'hui. Voilà, donc pour des grades des cannes, c'est du fuel. Ouais. Donc ça émet du CO2. Et donc en 2027,
La centrale du Larivot permettra d'arrêter définitivement la centrale de dégradé des cannes. Il y a aussi 2 autres, des turbines à combustion à Kourou, permettront de les arrêter, donc plus utiliser de fouilles, et donc utilisera du bioliquide. Alors le bioliquide, ça c'est pour, c'est contre, etc., etc. Mais en termes d'émissions de CO2, mais réellement, c'est nul, c'est pas additionnel. C'est nul. On pourra revenir justement à cet aspect-là, parce que je pense que ça c'est pas très clair, mais on pourra l'expliciter. Mais en fait, il se trouve qu'en 2027, pour produire l'électron en Guyane, ce sera quasiment que des énergies propres. Donc ce sera 100% des énergies propres. D'accord. Il y aura quasiment 0 émission de CO2. Quasiment 0 émission de CO2. Oui, alors, donc là, on est en train de. C'est rare, il n'y a pas de. Alors, donc, au niveau des émissions de CO2, pour produire l'électricité, la moyenne mondiale est à 450 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Ouais. La Chine, on est à 900. Ouais. Voilà. La France, qui est exemplaire en termes du nucléaire, bien évidemment, et puis tous les programmes d'efficacité énergétique, c'est exemplaire la France. On est à 50, d'accord. 45, 50 grammes. Par rapport à la moyenne mondiale, on est 10%. Et les études qu'on a faites là montrent qu'on sera à 10 grammes. En Guyane. En Guyane. Alors officiellement, ça c'est les prévisions, on verra exactement ce que c'est. Mais quand j'ai dit donc parmi les premiers mondiaux, puisque si on prend les chiffres, le plus bas c'est 8 grammes. Ah oui. C'est en Islande, donc ils n'ont pas que 100% énergie renouvelable, ils ont des unités aussi avec du diesel de secours. Donc nous, notre secours, ce sera bioliquide. Mais ils ont des unités de récupération du CO2. D'accord, mais alors le paradoxe quand même guyanais, il faut bien que je cherche là où ça va pas. Le paradoxe guyanais, il résulte dans la situation d'isolement d'un certain nombre de communes encore en Guyane, de l'intérieur. Pour celle-là, pas d'autre échappatoire que les groupes électrogènes. Donc si, là, il va y avoir l'émission de CO2 quand même. Ouais. Alors, si, bien sûr. Alors, d'ailleurs, est-ce que la PPE intervient sur... Bien évidemment. La PPE, c'est la sécurisation de l'approvisionnement en énergie partout, à tous les citoyens, au meilleur coût, au plus bas carbone. D'accord. Et on tente vers l'autonomie énergétique, on pourra en parler après. Mais donc les communes de l'intérieur, bien évidemment, c'est la priorité. C'est tellement important que c'est reconnu dans le code de l'énergie, puisqu'en fait le contenu de la PPE est déterminé par le code de l'énergie. Okay. Il y a le code de l'énergie qui décrit qu'est-ce qu'il doit avoir dans la PPE nationale. Il y a un article qui décrit qu'il doit se passer pour vous avez mentionné une île, mais justement, on est connecté à aucun autre réseau, donc on est comme une île. Les zones non interconnectées, dont la Corse, dont la Guadeloupe, etc. Et il y a un article spécial pour la Guyane. Ah oui. Donc 100% d'accès à l'électricité, puisqu'on n'a pas cette thématique-là dans les autres territoires, même si c'est moins bien qu'en métropole. On n'a pas cette thématique. En Guyane, c'est inscrit. Donc notre PPE 2033, nous avons mis en place tous les moyens nécessaires afin que l'électricité soit amenée à tous dans les meilleures conditions. Et dans les communes de l'intérieur, c'est particulier. Mais donc, des travaux sont déjà en cours. Il y a déjà des mini-réseaux. À Maripasoula, il y a quelques mois, lors de la visite de la présidente de la Creux, a été inauguré à Maripasoula un système panneaux solaires et batteries pour assurer la production journalière. Et donc, les groupes électrogènes qui maintenant marchent au fioul sont là pour la production, vont être déjà convertis en bioliquide. D'accord. Donc déjà pour les communes de l'intérieur, ce qui sera stocké, c'est plus du fioul inflammable, etc. C'est du bioliquide. D'accord. C'est comme de l'huile végétale. L'investissement doit être fait par les communes ou les Non, ça c'est prévu par EDF. Par le gestionnaire, oui. Par EDF. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Qui opère ces centrales électriques. Oui, ce sont les centrales électriques. Très bien. Et par exemple, la centrale que je viens de mentionner, c'est pas EDF, notre EDF à nous, qui a investi et qui opère les panneaux solaires et les batteries. C'est un acteur privé. Mais les groupes électrogènes appartiennent à EDF, EDF. Donc ils sont déjà rénovés pour être changés en bioliquide d'ici 2030. En bioliquide. Voilà. Et ensuite, ils ont conduit une étude avec la Creuse, étude qui est en ce moment même en train d'être complétée par le SMIGI, qui est vraiment en charge du schéma directeur de développement de l'électrification rurale en Guyane. Donc l'étude est en cours, mais pour la PPE, il fallait conclure, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais tant que la PPE n'est pas approuvée, il ne peut pas y avoir de nouveaux investissements. Donc on n'est pas en retard, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc une étude a été menée par EDF et la Creux pour chaque bourg des communes pour prévoir les moyens de production. C'est-à-dire que il y a des choses originales. Alors c'est du photovoltaïque sur les 4. C'est du photovoltaïque avec des batteries. Principalement du photovoltaïque. Sauf à Grand Sentier où potentiellement une mini centrale hydro. D'accord. Oui. Mais sinon c'est que du PV. D'accord. C'est facile à installer. Les travaux se font en 4 mois. C'est la technologie prouvée, la moins chère. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a là ses opposants.
Bien évidemment. photovoltaïque, enfin tout le monde s'oppose à tout, mais tout le monde est pour que. Voilà, donc on va y revenir tout à l'heure. Mais donc, ok, c'est intéressant de savoir que la sécurité en matière d'approvisionnement énergétique des communes de l'intérieur dans la prochaine PPE est bien prévue et que on s'orienterait plutôt, comme pour le reste d'ailleurs, sur développement du secteur photovoltaïque. C'est bien ça, hein. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et donc pour les communes de l'intérieur, donc cette étude a été menée. Nous avons défini pour chaque bourg quelles était l'évolution de la demande. Mhm. Ensuite, quels moyens devaient être mis en face en termes de PV, puissance PV et batterie. Donc ces objectifs-là ont été inscrits à la PPE, tout comme l'augmentation sur le réseau de la capacité en solaire pour passer de 100 à 200. Ouais. 100 MW d'investissement sur le réseau. Et donc, une fois que la PPE sera validée, donc on en reparlera ensuite sur Oui, le oui, en calendrier, deuxième partie, oui. la commission de régulation de l'énergie publiera des appels d'offres. Et là, en il y aura fonction. donc effectivement. Et il y aura un les certain nombre de projets investissements qui- sont là. Les porteurs de projets privés savent déjà, Oui, sont beaucoup. déjà préparés. Les projets sont déjà dans les cartons. Hmm. Donc, dès que la PPE est publiée, les investissements pourront suivre. Alors néanmoins, les petits, on a vu quelques petites innovations. Vous avez parlé d'une centrale au fil de l'eau, hydraulique au fil de l'eau à Grand-Santi. Celle de Maripasoula a été abandonnée, je crois, pour des raisons Tout à techniques. fait. Alors, pour des raisons. Alors, les raisons techniques, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué. Alors, il faut tout monter par le fleuve. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu oui, à réaliser. Si Oui. vous avez vu les vidéos, notamment EDF a des très belles vidéos de présentation. Il faut amener le fioul tous les jours pour construire la centrale. Donc, c'est encore plus haut. Hmm. C'est du béton. Enfin, et donc, ça a un coût. C'est possible, hein, techniquement, mais c'est un coût. Et ce coût a été multiplié par je ne sais quel facteur entre le moment où c'était dans les cartons et La date l'Ukraine à est laquelle ça passée peut par être là, réalisé. etc., le Covid. Et donc, les coûts sont Donc la seule exorbitants. Et option donc, du même type serait à Grand-Santi, où ça serait pourtant Grand-Santi. alors, c'est l'option, isolé enfin, aussi, hein. nous, ce qui nous importe, c'est pas Oui. tant comment l'électricité est produite, mais que l'électricité soit produite et amenée aux consommateurs. Aux consommateurs de la Donc, manière la plus propre. on n'a pas d'objectif par technologie, vous voyez. D'accord. Et donc, le projet a été abandonné par Voltalia, pour Mm. pas les citer. Et donc, cette puissance qui était prévue de 3,5 MW a été réintégrée comme objectif. Et il y aura d'autres projets pour assurer le même service sous forme de PV et de batterie. Voilà, c'est ça. La date d'aujourd'hui, on va revenir en deuxième partie, hein. Vous pourrez téléphoner d'ailleurs si vous souhaitez avoir quelques précisions, vous qui habitez à côté, vous qui avez des problèmes d'approvisionnement électrique, vous qui cherchez un approvisionnement électrique peut-être pour demain. Donc, on va y revenir en deuxième partie. Mais je poursuis donc un petit peu cette cartographie. Donc, on a vu donc l'hydro, d'accord, le petit hydroélectrique, hein. Bon, l'idée d'un deuxième barrage, celle-là, elle a été balayée depuis maintenant. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça fait quelques années déjà que Alors, C'était on un se sujet demande, il y a 6 ans. bien 5 ans, sûr, 6 bien ans sûr. encore, Alors, on ouais. se demande, une fois que c'est fait, on se dit, bon, bien évidemment, pourquoi aller causer la pression. Mais c'est toujours bien de savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose. Oui, oui, oui. Et pourquoi pas un second grand barrage. Enfin, bon, de manière évidente, vous regardez la carte de la Guyane, on la voit, c'est énorme, la surface que ça empiète sur la nature, etc. On a quand même fait l'étude, mais pas étude de site, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? On prend petit saut, ce que ça veut dire. Enfin, quand on fait un barrage qui n'est pas si étendu, plus profond, il y a moins de surface qui est dégradée, Oui, moins de biodiversité, etc., ouais. etc. Mais là, comme le relief est très Là. peu marqué en Guyane, l'impact est énorme. Et donc, on a même des coefficients au niveau mondial, des normes internationales, en dessous duquel on ne peut pas descendre, de surface minimum, etc. Donc, c'est Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Bon, c'est important de le savoir, comme vous dites, hein, il faut revenir parce qu'on se pose toujours des questions. Donc c'est vraiment pour des raisons un petit peu de préservation, écologique. Oui, non, et puis il n'y a pas de. Enfin, vous savez, les besoins, ils sont maintenant. Construire un grand barrage, même une fois qu'on a posé la première pierre, il y en a pour 10 ans minimum. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Mais c'est pas du tout l'option. C'est pas du tout l'option. Et en plus, je crois que les sites qui avaient été pré-étudiés ou pré-requis ou étudiés étaient vraiment dans l'intérieur. Donc en plus, se posait un problème effectivement de Oui. Bon, voilà, la question a été écartée. Maintenant, l'autre question, c'est des petites centrales au fil de l'eau, comme il y a sur la Mana. Alors là vient la question, l'électricité, une fois qu'elle est produite, il faut l'amener au réseau et la distribuer. Alors les deux seuls potentiels nous avons fait des études, hein, avec l'ADEME, etc., à dire d'experts, hein, puisque un opérateur privé, il n'attend pas qu'un appel d'offres de la Creux soit publié pour aller chercher. Donc on a parlé beaucoup avec les industriels de l'énergie du territoire. Ils ont confirmé ce que nous on avait déjà
identifié entre nous, entre experts, entre guillemets, c'est que le seul potentiel, c'est sur la Mana, mais au-delà de Saumamande-Valentin. Et les études même ont montré que le coût est simplement exorbitant. Ouais. C'est pas possible. C'est un problème, donc voilà, c'est À un deux problème coups, économique, c'est un tirer une problème ligne. de coût. Et l'autre potentiel, il est sur la PROAG. Il n'y a pas de ligne. Enfin, bon, donc il n'y a pas de question là. C'est pour ça que dans la PPE, il n'y a pas de nouveaux objectifs mini-hydro. D'accord. Et en ce qui concerne le transport, donc, qui fait partie donc, de la PPE, euh, relier Saint-Georges au réseau qui existe en Guyane et qui s'arrête, je crois, à Cacao, je crois. C'est ça. Je vais dire de bêtises, à Cacao. Ça fait partie de vos objectifs? Ou Alors, pas? notre objectif, je le répète, c'est la sécurité d'approvisionnement en électricité et l'accès à tous. Au jour d'aujourd'hui, le réseau à Saint-Georges est parfaitement sécurisé. Alors, bien évidemment, l'année dernière, la grande panne qu'il y a Il y a eu eu, une panne bien importante. évidemment, Ouais, personne n'est à l'abri de rien. Mais ça ne remet en rien en cause. Il y a beaucoup moins de coupures là-bas qu'à Cayenne. La production est excédentaire. Le réseau est maintenu, entretenu, et donc il n'y a pas de problème à régler à Saint-Georges. C'est juste l'idée d'une grande. Mais enfin, l'objectif d'une ligne, c'est la sécurisation. Donc il en faut deux. Donc ça nous amène à. Parce que Petit-Sault-Saint-Laurent, il y a une ligne, mais c'est pas suffisant. On en parle en C'est deuxième trop partie. dangereux. Voilà. Pierre Cazel, qui est avec nous, on parle de la PPE et on continuera en deuxième partie cette conversation. Vous pourrez appeler d'ailleurs si vous avez des questions à poser à notre invité. A tout de suite après notre page publicitaire. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce grand forum que nous consacrons à avoir beaucoup plus d'informations sur la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane. Donc, comment est-ce que vous allez être approvisionné? Est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de coupures? Est-ce qu'on va produire de l'énergie de manière plus propre donc, que ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui? Toutes ces questions donc, ont été abordées dans ce document, la programmation pluriannuelle de l'énergie, soumise pour avis, et non pas pour vote à l'Assemblée plénière de la CTG, transmise à Paris pour validation par d'abord la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et ensuite par les services financiers de l'État, c'est-à-dire par Bercy. Et après, on pourra y aller. C'est bien ça, monsieur Cazel? Oui, dans les grandes lignes. Alors, elle a été présentée pour information à l'Assemblée, mais l'Assemblée avait déjà été informée du contenu de la PPE. Nous avions fait une présentation le 10 février pour démarrer la période de concertation avec tous les acteurs. Nous avons finalisé tout ça. Donc c'est envoyé, ça a été présenté pour information, c'est envoyé au ministère à Paris en ce moment. Et s'ensuit une période de consultation entre 6 et 8 mois. Et la validation par certaines commissions, dont la commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui est en fait le grand gestionnaire du système électrique, en fait, Ouais. qui, au titre de la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que chaque Français doit avoir accès à l'électricité à un prix raisonnable, et donc quand ça coûte trop cher, en Guyane, le coût de production est à peu près à 35 centimes du kilowattheure. Ouais. Nous payons 17 centimes du kilowattheure sur la facture. La différence est payée par le contribuable français. D'accord. Et donc, tous ces coûts doivent être validés par... Attardons-nous un peu sur cette notion qui est peut-être pas à l'information de tous et de toutes, sur ce rôle de la CRE, sur cette différence, ce fonds de péréquation dont on parle, et dont effectivement, la CRE a tout à fait autorité, parce que si chez nous, on produit de l'énergie à un prix au kilowattheure très, 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 très élevé, et que donc ça veut dire que le contribuable dans son ensemble, français dans son ensemble, devra nous subventionner encore plus qu'il ne le fait. D'où l'importance d'avoir l'accord de la CRE pour tout projet sur la Guyane. Pas qu'en Guyane d'ailleurs. Bien évidemment, la CRE, et ça, on est tous... on ne peut pas être contre. La CRE est gestionnaire de la bonne gestion de nos deniers, des deniers publics. Donc son rôle est extrêmement important. Donc nous avons travaillé avec la CRE pendant la réalisation des travaux du comité technique. Donc c'est la CTG, c'est les représentants des services de l'État, la DGTM, et avec les conseils de l'ADEME et du gestionnaire du réseau. Donc beaucoup de travaux, EDF, voilà, des études, des travaux, de la concertation, comme je l'ai dit, et donc des travaux avec la CRE pour déterminer l'optimum économique. Donc avec les contraintes, 100% énergie renouvelable.
de bas carbone le plus possible, mais bon, On a 100% parlé. ENR, on coche la case, et tendre vers l'autonomie énergétique. D'accord. Et donc, c'est ces modèles-là qui ont résulté dans une PPE qui va nous faire doubler la capacité installée enfin, plus. Ce qui est déjà installé sur notre territoire, c'est à peu près 60 mégawatts. On passe à 200 d'ici L'objectif, c'est de passer 2033 à 200 mégawatts en énergie propre, en panneaux solaires, oui. en panneaux solaires. Tout On à va y fait. revenir tout à l'heure. Mais avant de savoir quantitativement, restons sur ce problème de prix, de sortie de l'énergie par type. Alors, il y a les quatre gros moyens hein, dont on a parlé. Il y a donc les centrales au fioul ou éventuellement donc au biodiesel, parce que je veux vraiment parler de prix de revient donc au kilowattheure. Il y a le photovoltaïque, il y a l'hydraulique, les barrages ou micro-barrages, puis il y a l'éolien, dont on parle peu en Guyane, mais on va peut-être en dire un petit mot tout à l'heure. Entre les quatre, quel est du plus cher au moins cher? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Produire avec une centrale comme celle de Dégradé-Cannes, le barrage de Petit Saut, les fermes solaires ou de l'éolien? La biomasse, j'ai oublié, excuse-moi, j'ai oublié Oui. quand même. La biomasse. Alors là, ça fait aucun. Alors là, en fait, il faut évaluer les coûts en fonction du service rendu. Mhm. Les panneaux solaires, si un nuage, il y a moins de production, et la nuit, il n'y a pas de production, par exemple. Donc le D'accord. service rendu, c'est pas comme une centrale biomasse. Une centrale Ok. biomasse, c'est 24 heures sur 24. D'ailleurs, les centrales biomasse en Guyane, si vous visitez une centrale biomasse en Guyane, l'opérateur, c'est EDF. C'est le EDF qui décide de la puissance à la seconde près produite par Ah la d'accord. centrale. Ah Oui, oui. puisque en fait, l'électricité, c'est pas comme de l'eau, on l'amène et puis on attend. Il faut que la production soit égale à la consommation. D'accord. Donc, dès que j'allume, il faut qu'il y ait. Alors, il y a une petite tolérance, ça s'appelle la variance de la fréquence. Et donc, Mhm. à EDF, au centre, ici, au centre Medela, et il y a la fréquence, c'est Ah oui, 50 donc c'est Hertz EDF qui pilote toutes à les toutes les productions centrales. de que ce Tout. soit les biomasses du Tout à privé, fait. les fermes solaires du privé, tout ça. Parce que quand il y a C'est une eux qui demande pilotent tout. de D'accord. 100 mégawattheures, il faut qu'il y ait 100 mégawattheures produits, pas D'accord, 110 très ni bien. 90. Sinon, ça perturbe la fréquence Et ça fait tout et sauter. ça fait tout sauter. Alors, la tolérance à la fréquence, elle est extrêmement fine, hein. On parle de Mhm. millième de seconde. Ouais, ouais. Ça régime millième de seconde. Euh, Alors donc en termes, Donc mais voilà, en néanmoins, termes de service rendu, on ne peut Ouais, pas ouais, ouais, comparer ouais, une je comprends. centrale, Je ni même comprends. avec une batterie, parce que la batterie, après, c'est des considérations physiques. C'est-à-dire que l'électricité, c'est une onde, en fait. Il n'y a pas Mhm. des électrons qui se promènent, ils vibrent. Mhm. C'est une onde. Mhm. Et donc, il faut une machine tournante derrière, un certain nombre de tours par minute, comme dans la dynamo, qui génère une fréquence. Et donc, il faut moduler la turbine de petit saut. Elle est modulée aussi, on fait varier les Ouais, ailettes pour que ce soit le bon tour. Et donc, une batterie n'offre pas ça. Et quand il y a une chute de tension, c'est ce qui s'était passé en Espagne, ouais. s'il n'y a pas assez de machines tournantes, il y a un blackout. Mais moi j'avais une question à vous poser, je vous la pose tout de suite et on va y revenir tout à l'heure parce que j'ai noté que dans la PPE guyanaise, une large place est faite au photovoltaïque pour qu'on arrive justement à ces performances notamment de réduction des gaz à effet de serre, mais pas que. Mais la question que vous posez, c'est vous citez ce qui s'est passé en Espagne. Ce qui se serait passé en Espagne, ce serait parce qu'il y aurait trop de photovoltaïque et qu'au bout d'un moment, ça a fait péter le système. Et Alors, ça risque pas d'arriver chez nous? je ressors tout de suite Allez-y. en Espagne, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais le cas illustre bien la situation de danger. D'ailleurs, il y a un seuil de déconnexion Mhm. des ENR fatales, ce qu'on appelle, c'est-à-dire éolien, PV. Quand il y en a trop, alors c'est 40% en France, ça varie. On ne peut pas avoir 100%, c'est impossible. Mais donc, il faut avoir un minimum de machines tournantes. Et donc, c'est pour ça que la centrale du Larivo a été dimensionnée comme elle est dimensionnée, 120 mégawatts. Pourquoi? Parce que la puissance pleine appelée à un moment T, enfin un moment T précis, hein, c'est le soir, Ouais, ouais, etc., ouais. c'est 120 mégawatts entre Petit Saut et Cacao, sur l'île, sur ce réseau-là. 120 Entre mégawatts. Petit Saut et Enfin, depuis Petit Saut. Ce depuis qui sort de à partir Petit de Saut Petit avec les deux Saut et lignes, qui va c'est entre 113 Saint-Laurent et mégawatts, trucs, donc c'est 120 mégawatts. 120 Donc, mégawatts. si un jour il y a un problème avec Petit Saut, Ah oui, entre Petit Saut et d'accord. Oui, si un jour il y a un problème avec Petit Saut, est-ce qu'on a assez de machines tournantes pour pour 120 remplacer. mégawatts? On a deux ou trois, on aura maximum 20, même pas ce que ça. On a 12 mégawatts de centrales biomasse. Ouais. C'est pas assez de machines tournantes. Mhm. Donc, il faudra, pendant un certain temps, faire tourner en permanence deux moteurs de l'usine du Larigot, par exemple, pour éviter le blackout. Mhm. Et donc, les 100 mégawatts supplémentaires, 140 mégawatts supplémentaires de PV vont être installés pour produire la journée.
D'accord. Donc pas besoin d'utiliser plus le À ce Larigot. moment-là, on n'aura pas Et ce besoin ne du sera pas Larigot. Ouais. suffisant. Il y aura, parce que le panneau solaire, c'est la journée, donc des batteries Mhm. pour la nuit. Et ensuite, il y a quand même le problème de la machine tournante. Et donc EDF a lancé les études, et ce sera d'ici 2030, ce sera connecté au réseau, ce qu'on appelle un compensateur synchrone. C'est-à-dire qu'on prend un alter. Compensateur synchrone. Waouh, vous nous Enfin, vous emmenez dans les savez, choses. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Hein, l'électricité, c'est simple, c'est la dynamo. Il y a un Ouais, aimant qui tourne, ok. une bobine de cuivre autour, et ça fait de l'électricité. Et donc, ça a un générateur. Et donc, ça, au lieu de le faire tourner comme à la turbine de Tussaud, l'eau fait tourner Ouais, une turbine, oui. l'alternateur. Et donc, on le connecte au réseau, on le connecte, donc il prend de l'électricité et il fait tourner l'aimant. Et ça, c'est dans une machine sous vide, dans un espace sous vide. Et donc, quand il y a un surplus sur le réseau à midi, quand il y a beau, et ben, ça fait tourner le volant. Quand on est à l'équilibre, on arrête de connecter au réseau. Mais comme il est sous vide, ça continue à tourner. Et dès qu'il y a un problème grave de chute de tension, Mhm. il joue le rôle Prends le relais. qu'auraient joué les deux moteurs de l'Arivo qui tournent en permanence. Ça réagit en millionième de seconde. D'accord, donc c'est un Donc, une fois que instrument ça indispensable, Exactement. notamment À l'autonomie. à l'autonomie, Parce que mais aussi à la réalisation du programme que vous avez fait. Parce que, avec un programme, parce que, bon, on va rentrer peut-être dans les détails, les objectifs de la PPE de Guyane, c'est donc de passer de combien de mégas de PV, donc photovoltaïque, PV égale photovoltaïque, à maintenant, et à combien on doit en sortir en 2033? Là, on est à 60-70 installés, Mhm. production sur le territoire, et on sera à 200. À 200. Donc c'est la progression la plus importante. Hein. C'est Ah oui, l'investissement mais c'est la le seule plus progression. lourd de la prochaine Voilà. période. C'est tout. Enfin, il y a besoin de rien d'autre en fait. Mais pour ça, vous avez aussi besoin de ce fameux régulateur. Ah, c'est obligatoire. Ça, mais alors, c'est obligatoire, non pas pour la sécurité, parce que ça joue. Le rôle qu'il va jouer n'est pas mieux que deux moteurs qui tournent en permanence. C'est Mais clair. on veut en Pour supprimer éviter l'incident. C'est pour supprimer c'est pour éviter que pour faire tourner ces deux moteurs, il faut du bioliquide qui est importé, donc dépendance. Donc sécurité égale centrale du Larivo. Sécurité plus vers l'autonomie égale compensateur synchrone, batterie. D'accord. Et c'est ce qui est prévu à la Ok. PPE. Ok. Je vais vous demander de mettre votre casque. On a un premier auditeur qui veut vous interpeller. On va revenir notamment sur la centrale du Larivo, parce que je sais que beaucoup s'interrogent sur le côté vert de cette centrale. Oui, Géco, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Pelletier, bonjour à votre Bonjour. invité. Ils nous vont du rêve, là, ce monsieur-là. Hein. Il nous vend du rêve. Ah, il vend un Ah oui, oui, document ils qui a vendent été transmis. Allez-y, je vous écoute. Oh, Il vous ouais, entend, ouais, non, entend, monsieur Non, Cazel. non. Alors pour mémoire, hein, on nous avait vendu que lorsqu'on avait mis les panneaux solaires et la biomasse, ce serait été super. Il y a eu une coupure, il y a une année de ça, il y a quelques années de ça. On a eu un blackout. Les panneaux solaires et la biomasse n'ont servi à rien. Ok, parce que sur le réseau principal d'EDF, le reste, on ne peut pas connecter dessus. Bon, ça c'est un premier truc. Maripasoula, ils ont des batteries. J'en connais rien, il y en a dessus. Il y a eu un problème un jour. En plus, ils n'ont pas la mettre dessus à Maripasoula, c'est faut appeler en métropole, c'est compliqué, quand ça tombe, faut le reconnecter, c'est une histoire. Bon, ils ont eu un blackout, c'était les panneaux qui étaient tombés. Bon, c'est bien gentil, hein. Je veux bien quand on construit des machines à gaz. J'ai rien contre le verre, hein. Bien au contraire. Mais on construit des machines à gaz qui sont gérées à distance et que les mecs à Cayenne ne sont pas forcément formés pour ça. Donc ça c'est une première question. La deuxième question est est-ce que on sait que lorsqu'il pleut, les panneaux solaires réduisent leur production de quasiment, pas de 100% à 25%. Donc on va comprendre c'est comment. D'accord, les groupes vont tourner systématiquement. On nous rend dépendants d'un liquide qui vient de la métropole. Vous nous dites que vous faites brûler de l'huile, ça ne jette quasiment aucun CO2. Ça m'étonnerait beaucoup, monsieur, que brûler de l'huile végétale ne rejette aucun CO2. Vous respirez, vous rejetez du CO2. Donc, ne venez pas nous raconter que brûler de l'huile ne jette zéro CO2. Donc là-dessus, je ne vous crois pas du tout. Donc vous nous racontez des baboulettes, d'accord? Donc, dites-nous la vérité. Il vous répondra avant de dire qu'il raconte n'importe quoi. Non, mais monsieur, allez-y, brûler de l'huile ne jette pas de votre question mérite réponse. Allez-y. Voilà. Donc, je veux que vous me disiez la vérité. Ne nous dites pas que brûler de l'huile ne jette aucun CO2. Alors, pour la dépendance, on va dépendre de la métropole pour de l'huile végétale. Oui. Si un jour il y a un problème, on fait comment?
on repasse au carburant au gasoil. Est-ce que l'usine est capable de faire les deux? Et si un jour, C'est une on a bonne un question, moto- c'est une bonne question. c'est une bonne Oui, parce question. qu'on a 8000 km et on sait que Oui, l'approvisionnement, on sait faut toujours jamais. pour la mondiale. Si par exemple Voilà, voilà. le port est fermé, bloqué ou qu'il n'y a pas d'approvisionnement. Ou, Ouais, c'est pas tout. ou alors les mecs en France ne veulent pas nous envoyer le produit parce qu'ils en ont besoin Ah, chez eux. ah oui, d'accord. Oui, Comment? c'est aussi Oui, possible. mais Oui. il y a ça aussi. On fait Voilà. comment? On va demander aux Brésiliens, on va demander aux Surinamais, on fait Ben comment? ça, il y en a qui veulent ça. Il y en a Voilà. qui veulent ça. Voudrait ça, qu'on aille demander aux Brésiliens plutôt qu'on demande aux Français. Mais ça, c'est un autre problème. Un autre débat Et que oui, j'ai mais oui, entendu c'est à notre débat. l'après-guerre. Voilà. Voilà. Ok. C'est mes questions que je pose. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors, alors, comme ça fait beaucoup de questions, je vais demander à Daniel, à Lise, à Gilles et à Audrey de patienter un petit peu, parce que j'ai posé beaucoup de questions et on n'a pas pris note. Donc, on va tenter de lui répondre et on vous prend tout de suite après, hein, Daniel, tout de suite après. Vous pouvez Oui, répondre aux nombreuses questions de Géco. oui, merci. Merci. Pardon, le casque. Merci beaucoup pour cette question. Alors, quand on brûle de l'huile, ça émet du CO2, bien évidemment. Voilà. Quand on brûle la biomasse dans nos centrales, ça émet du CO2, évidemment. Aussi. Ouais. Alors maintenant, ce qui compte au niveau des émissions de CO2, on va peut-être faire ouvrir une petite parenthèse, c'est qu'il y a un stock de CO2 dans l'atmosphère, et ce qui compte, c'est combien on en rajoute. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il baisse? Et la molécule de CO2, elle reste une centaine d'années dans l'atmosphère. Donc on a un cycle de 100 ans. Et la biomasse qu'on va utiliser, la biomasse liquide qu'on va brûler, c'est du colza, qui a une durée de vie de 1 an ou 2 ans. Pendant que le colza, la plante grandit, elle grandit parce qu'elle récupère le carbone qui est dans l'atmosphère pour l'utiliser et rejette sur des. Et donc, quand on le récolte, on replante, ce cycle est maintenu de récupération du CO2 de l'atmosphère. Et quand on le brûle, eh ben, le CO2 qui a été capturé par la plante pour sa croissance est réémis. Voilà. Dans un Donc, cycle de 100 ans, voilà, donc on ne contribue pas à augmenter. Alors que le fuel, bien évidemment, Oui, ça puisque n'a rien à le voir. fuel, Le fuel, c'est fossile. c'est fossile et ça récupère CO2 pas de CO2 qui a et ça été en émet. Sorti de l'atmosphère il y a des millions d'années. Voilà. Alors, autre question, mais on va y revenir. Et l'approvisionnement. L'approvisionnement, vous l'avez dit, ce fameux colza dont vous parlez, il ne sera pas planté chez nous. On va peut-être y revenir. On va passer tout de suite remettez votre casque, on va passer aux questions des autres auditeurs. J'aime pas les faire trop attendre. Daniel, oui, allez-y, Daniel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Daniel. en fait, je vais parvenir sur peut-être la question énergétique. Est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert? Le transport maritime en soi est un gros émetteur d'émissions de gaz à effet de serre à la base. Donc, le carburant sera emmené carburant importé égale émission de gaz à effet de serre. Ok, d'accord, pas de problème. Bon, pour le coup, par contre, c'était juste par rapport à, parce que vous parliez de la centrale du Larivo. Je la prends tous les jours la route et du coup, je suis toujours effaré de voir un petit peu, parce que l'idée, on est dans l'observation tous, hein, peut-être que d'ailleurs beaucoup l'ont remarqué, mais c'est comme si cette centrale a été faite au pied de la mangrove ou des marécages, quoi. On voit l'eau qui arrive finalement, parce que là, il y a un oléoduc qui a été mis justement, qui a été rehaussé d'ailleurs par rapport à la route. Ça fait une butte. Et du coup, finalement, l'eau, elle remonte jusqu'au pied de. Alors, je ne sais pas, par contre, si notre invité va pouvoir répondre directement, notamment. Ouais, mais c'est comment dire ça. Vous voyez, c'est un peu électricité et eau, quoi. Vous voyez, ça fait ce genre de combinaison qui, finalement, qui est un peu. Dangereuse. Provoquer des étincelles, dangereuses. Ouais, donc, je sais pas pourquoi. Okay. C'est quand même dingue. D'accord. Voilà, bon, écoutez, je sais pas si. L'image n'est pas très, très rassurante, on va dire. D'accord. Voilà. Merci, Daniel. On va passer à Lise. Lise? Alors, attendez, Lise est sur la 3? La 1. Allô? Oui, Lise. Bonjour. Oui. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est une question d'énergie, mais je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec la question que je vais poser. Donc, on parle d'énergie solaire, des combustibles et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, ma question est, comment est-ce que se fait-il pour quand une personne lambda demande un branchement EDF sur un terrain, que ça prenne au moins 2 ou 3 ans? Donc, c'est bien beau de produire, mais comment ça se passe? Excellente question, est-ce possible, en fait, qu'il y ait peu d'agents
On nous dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour intervenir. Voilà 3 ans maintenant qu'on attend un branchement parce qu'il y a une personne qui décide de faire comme il en a envie de faire, qui dit qu'il n'y a pas assez de personnes, mais qui n'en a rien à foutre de la population. Je pèse mes mots, qui n'en a rien à foutre. Il y a des personnes qui attendent 3 ans, 4 ans pour avoir un branchement parce que ce monsieur fait comme il en a envie. Il traite les dossiers qu'il veut. Il dit qu'il n'a pas assez de personnes pour travailler avec lui. Donc, moi, ma question, j'aimerais vraiment que EDF vienne sur le plateau voilà, ça pour nous EDF qui devrait expliquer ça. répondre. Mais comme là, on parlait de production Vous avez bien solaire, fait. je Il y a profitais peut-être pour un lien. faire un petit gros coup de gueule parce que non, c'est pas normal. Vous avez Voilà. raison, Lise. Surtout qu'à mon avis, il y a peut-être un lien malgré tout. Il y a peut-être le problème de service d'EDF. C'est Ben oui, EDF qui répondra. Mais il y a peut-être un lien s'il y a entre l'énergie qui est ni- produite, Voilà. voilà, donc Est-ce qu'il il y faut a les suffisamment de distribuer. production pour pouvoir approvisionner tout le monde aujourd'hui? Alors, on va poursuivre Voilà, et on donc, termine. Merci, Lise. On vous répondra à votre question. merci. Gilles, pour terminer. Bonjour, Gilles. Bonjour. Allez-y, Gilles, vous êtes à Bonjour, l'antenne. monsieur. Donc, moi, ma question, le monsieur, il est responsable de l'usine qui se produit là Non. au Larry. Monsieur Pierre Cazel est le chef du service transition énergétique à la CTG. C'est lui qui a coordonné la mise en place de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc non, il n'est pas du tout d'EDF, ni construction, ni distribution. Il est à la CTG et c'est lui qui pilote et qui coordonne, en amont d'ailleurs, l'ensemble des projets de production pour la Guyane. Allez-y. Bon, Mais vous pouvez poser moi, votre je vais question. poser Hein. ma question. C'est encore mieux. Comment il y a une entreprise qui se construit au Larivo, on a le port de Pideg et on a laissé faire cette histoire de chenal qui sort depuis Dégradé-Cannes pour arriver au Larivo. Le chenal. Ah, vous parlez du Comment- pipe, le pipeline, pas le chenal. Pour pouvoir emmener le liquide D'accord, ouais, à donc, l'usine. d'accord, ok. L'oléoduc, oui, ok. Pourquoi ça sort depuis là et on a le port de Pideg? Le bateau aurait pu s'accoster au port de Pideg et alimenter rapidement et l'usine. Ça fait moins de trajet. C'est quoi? C'est un système pour passer de l'argent, quoi. On va tenter de répondre, lui et moi d'ailleurs, à cette question, même si nous ne sommes pas, mais enfin, on va vous dire les éléments d'information que nous avons à notre disposition concernant la construction de cet oléoduc. Et donc, pourquoi est-ce que c'est pas au port du Larivo qu'arrivent les pétroliers qui vont amener le carburant? Bien, alors on va faire un petit break pour les auditeurs. Rappelez d'ici 10-15 minutes, merci au 05 94 36 36 06. Dans l'immédiat, donc on va tenter de répondre à ces questions. Alors il y a des questions qui vous n'êtes pas directement concernés, mais l'emplacement du Larivo a fait longtemps débat. On imagine que l'ensemble des précautions sont prises à la construction de cet ensemble. Enfin, vous l'imaginez comme moi. Ce que nous a dit Daniel, c'est haut, des inondations. Très certainement. Très certainement. Mais pour revenir sur la question de l'emplacement, ça a fait débat. Mais on ne peut pas faire rentrer un bateau avec le tirant d'eau nécessaire côté du Larivo. C'est de toute façon impossible. Après, quant à savoir si c'était là où... Enfin bon, le choix a été fait de toute façon. Le choix a été fait, en tout cas, avec l'option de cet oléoduc. La réglementation extrêmement stricte dans la limitation des dégâts, que ce soit sociétaux, enfin impacts sociétaux, dégâts environnementaux, etc. Donc, voilà. Alors, la question de Lise, Lise, effectivement, c'est vrai que ces problèmes, apparemment, elle les a plus avec les services d'EDF, selon ce qu'elle dit. Mais néanmoins, moi, il y a une question qu'on s'est toujours posée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de difficultés dans certains quartiers, dans certaines communes, à obtenir donc des raccordements au réseau. Et quelquefois, il nous a répondu un problème de puissance produite. Est-ce qu'on est au bout, aujourd'hui, des capacités? Est-ce qu'à date d'aujourd'hui, il faut absolument faire les investissements que vous envisagez dans la PPE? Où on en est, pose la question différemment, entre capacité de production existante actuellement sur le territoire et examen de la consommation, parce que je sais que ça, c'est un œil... c'est aussi dans le cadre de la PPE, des observations que vous faites. Tout à fait. Effectivement, c'est un grave problème. Et puis, moi, je ne peux pas parler pour EDF, bien évidemment. Je peux juste vous répéter ce qui est dit publiquement. EDF s'occupe de la question. C'est un grave problème. Il y a une question de ressources humaines,
tout un tas de questions pour les délais de raccordement. Maintenant, en ce qui concerne la capacité de production, il n'y a pas de problème de production. Les chiffres d'EDF, c'est dans 70% des coupures, c'est les branches. Après, le reste, c'est des problèmes de distribution. Je n'ai pas souvenir de problème de production. Donc, il n'y a pas de problème de production. Aucun production. Hein. D'accord. Okay. Donc, le problème, c'est rassurant. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est 120 MW, c'est la demande La Pointe à Cayenne. Petit Saut, c'est 113. Donc, oui, donc effectivement, c'est vrai. Pas en saison sèche. Nous avons, mais c'est pour ça que la centrale du Larivot de dégradé Canel tourne, parce que c'est une fonction de secours aussi. Mais elle tourne. Donc ça tourne, il n'y a pas de souci. Mais c'est cette partie-là qu'il faut remplacer par du PV. Donc on a commencé à la première PPE. On est à 64, je crois, ou 70 MW déjà installés. Oui, il faut monter à 200. Plus, hein. Il faut monter à 200. Monter à 200 multiplié par 3 quand même. Hein. Exactement. D'accord. Et ça, c'est fait. Donc ça va porter la capacité totale installée à 113 plus 120, plus les centrales biomasse, plus dans les 300-400 MW, alors que la pointe, elle est à 120. D'accord. Avant de parler donc, des problèmes de distribution, vous en avez parlé, on va en reparler tout à l'heure. Restons sur le PV. Le photovoltaïque fait l'objet quand même d'un certain nombre de critiques. Hein, au niveau, je dirais, national, hein, au niveau des discussions qu'on entend dans les assemblées, à l'Assemblée nationale notamment, les Verts critiquent beaucoup le photovoltaïque, ce qui est paradoxal. Parce que l'ensemble des panneaux ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués plutôt en Chine. 2, parce que ça occupe de l'espace de terrain qui sont soit des terrains à bâtir, soit des terrains agricoles. On a en tête le problème du dossier Maya à Macoria, hein, qui ne se fait plus, mais qui causait quelques soucis au maire dans le développement de sa commune. Et 3, parce qu'en fait, ce sont des... Alors, on émet des doutes. On émet des doutes sur la capacité, dans le temps, du photovoltaïque à continuer à produire tout le temps sans problème. On a encore en tête les échecs, je parle les Guyanais, hein, vous en êtes, encore en tête les échecs de la centrale solaire de Caux, des centrales qui ont été faites en site isolé. Comment est-ce qu'on garantit à date d'aujourd'hui et puis derrière, ça a été dit, hein, formation, est-ce qu'on est formé pour, est-ce qu'il y a les compétences localement? Autre question, donc à date d'aujourd'hui, est-ce qu'effectivement tous ces éléments-là sont réunis pour pouvoir dire aux Guyanais qu'entre 2027, qui sera la date réelle, enfin, l'entrée en application de la PPE, et 2033, on va multiplier par 3 le nombre de fermes solaires en Guyane? Oui, on regarde les options. Premièrement, on regarde les options, moindre coût. Le solaire, c'est pareil, il faut comparer au service rendu. Effectivement, ça emploie de la surface, mais 100 mégawatts supplémentaires, ça fait 100 hectares. Au regard de la disponibilité de foncier en Guyane, je pense que c'est un coût extrêmement relatif. 1 mégawatt de solaire, c'est 1 hectare. Ça. À peu près, oui. Peu près. Non, mais c'est important, il faut le connaître. Hein, voilà. Ouais. Donc le solaire, c'est de moins en moins cher et donc ça nous coûte de moins en moins cher. Une fois de plus, hein, on paye à travers la facture, mais on paye aussi à travers nos impôts. Donc le solaire et l'entretien dont on parlait. Alors l'entretien, il y a des filières qui ont été créées, il y a des gens. Les gens sont compétents. Pour revenir aussi sur une des questions précédentes, quand il pleut, ça produit moins. Déjà, c'est prévu dans le productif, c'est-à-dire que quand on a un projet panneau solaire qui va se mettre sur le territoire, la prévision de production n'est pas 100% ensoleillement. Ça tient compte de la météo et donc la dimension de 200 MW tient compte de cette particularité. Et donc le PV, parce que c'est le moins cher, au niveau de l'entretien, la technologie faisant, effectivement, la pluie suffit à enlever les poussières et il faut nettoyer de temps en temps. Donc ça, c'est une des grosses différences entre le PV et la biomasse. En termes d'emploi, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est 5 Alors oui, la biomasse, parlons de la biomasse maintenant. La biomasse, la vraie... Bon, c'est vrai que la biomasse, qui était apparue comme la solution miracle pour faire de la Guyane, avec son barrage, hein, faire de la Guyane une terre complètement verte en matière d'énergie, bon, on en est revenu. On semble en revenir. D'ailleurs, votre programmation prévoit combien de mégas de plus en biomasse? 5. 5. À côté des combien pour le photovoltaïque? Non, il ne faut pas comparer. À côté de ce qui avait été prévu de plus, mais on compare quand même. Est à 20, on arrive à 20 installés, 22. Ouais. Et la précédente PPE prévoyait qu'on soit à 40. D'accord.
Donc on entérine 5, mais c'est également parce qu'on constate qu'on arrive aussi. Tout à fait. C'est un au retour bout. d'expérience. Voilà, c'est un retour d'expérience. Voilà, il n'y a pas de. Bon, on n'attaque pas. En plus, Ah non, et c'est un retour d'expérience positive. positif. Totalement positive. Voilà. Alors, parce que donc, grosso modo, ces installations de biomasse à date d'aujourd'hui, alors on pourrait leur reprocher, on leur reprochait de concourir à la déforestation sauvage de tout. Bon, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Inversement, on leur reproche aussi on a fait des usines de biomasse, mais on est obligé d'importer de la matière première de l'extérieur, du Suriname ou du Brésil, parce qu'il n'y a pas assez de bois en Guyane. Ça n'est non plus pas le cas. Pas du tout le cas. Bon, donc grosso modo, ce qu'il y a de clair en revanche, c'est que les perspectives donc, de développement de l'énergie à partir de la biomasse sont en lien avec les perspectives de développement de la filière forêt et agriculture. Tout à fait. Tout à fait. Comme je l'ai dit un peu en introduction, nous n'avons pas de filière de production de biomasse pour alimenter nos centrales. Il y avait un constat, c'est que nous allons récupérer le bois en forêt, 5 tiges à l'hectare, l'ONF, il faut créer des routes, on fait tomber des arbres, on crée des nouvelles zones d'habitation, on défriche, on fait tomber des arbres et on crée de la surface agricole, nos agriculteurs, afin de contribuer à l'autonomie alimentaire du territoire, se voient attribuer des parcelles qui sont la plupart du temps couvertes de bois. Et il faut les couper. Oui. Donc, il y a cette activité qui a lieu. Et là-dessus, on a monté une filière, les industriels se sont installés, ça a été prévu, anticipé notamment par la CTG, dans le cadre de politique publique, de bâtir récupérer ces déchets, les transformer en biomasse énergie. En énergie. Et donc de diminuer le coût d'installation des agriculteurs sur ces terrains. Comme je l'ai dit, voilà, la défriche est gratuite, donc ça l'accélère. Ouais. Et ce qui accélère, c'est la transformation de terres en terres agricoles pour l'alimentation des Guyanais. Donc ça accélère. Et pour les acteurs de l'autre filière, c'est l'exploitation forêt-bois, scierie, ça leur fait des revenus, puisque les déchets ne sont plus des déchets, sont des connexes de scierie, connexes de l'exploitation forêt-bois, qui sont vendus à la filière. D'accord. Et il y a tout un réseau de transporteurs locaux. Aussi. Par exemple, la centrale biomasse à Montsinéry, qui utilise beaucoup, 50 ou 60% de son approvisionnement vient justement des dégâts pour les défriches agricoles. Travaille, je crois, avec une dizaine d'entreprises locales de transport et d'opérations. On rappelle pour nos téléspectateurs et nos auditeurs les points actuels de biomasse. On va commencer par celle dont on parle le moins, qui pourtant produit le plus. Vous l'avez dit, ils sont excédentaires à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Alors ça, c'est un mauvais coup du sort. C'est-à-dire que la programmation pluriannuelle de l'énergie, on se base sur les prévisions de croissance démographique, économique. On est à l'écoute de tous les projets de développement industriel pour être sûr que quand il y a un projet qui est là, il faut que l'électricité soit en face. Et donc, à Saint-Georges, ce qui s'est passé lors de la précédente programmation, la mairie, les pouvoirs publics, avaient anticipé une croissance importante. Beaucoup plus forte que celle que ce qui s'est passé. Voilà. Ça, j'ai dit coup du mot. Mais en fait, la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'époque et les investissements qui ont été mis en place, financés par la CRE, ont été en accord avec ces prévisions de croissance économique qui émanaient des autorités locales. Donc, je dirais. Penser que le développement du pétrole de l'autre côté fera du développement de Saint-Georges. Alors, il y a cette centrale de Saint-Georges, je vous interromps. Ensuite, on remonte, il y a celle de Cacao. C'est ça? Tout à fait. Après. Il y en a une à Kourou, la première. Kourou, c'est la plus ancienne. Oui. Il y en a une à Montsinéry. Montsinéry, maintenant, il est. 5 MW. Et en construction, ça y est. Celle de Triton. Celle de Triton. À Petit sur le site de Petit-Saut. Qui est quelque chose d'un peu original. Très original. Triton, c'est. On a le chic pour faire des choses originales en matière de production d'énergie en Guyane. Parce qu'il y a aussi la première, la CEOG, alors qui finira par voir le jour après beaucoup de conflits. Ça y est, avec les populations, les peuples premiers qui étaient sur les parcelles. Conflits qui sont maintenant arrêtés. Oui, tout est réglé. Résolu. Et rappelez-nous, la CEOG, c'est donc la centrale électrique de l'Ouest de Guyane. De l'Ouest guyanais. Alors c'est pour aborder un autre sujet, c'est pour la sécurisation de la boucle Petit-Saut-Saint-Laurent. Petit-Saut-Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, il y a une ligne qui sort de Petit-Saut. Et quand il y a un problème, il n'y a pas d'électricité à Saint-Laurent. Il n'y a pas de problème de production, bien évidemment. La pointe à Saint-Laurent, c'est 10 ou 12 ou 13 mégawatts. C'est pas Cayenne. Et donc, en attendant Ah oui, ça consomme aussi peu à Saint-Laurent?
Je pensais que Oui. c'était plus que ça, parce que bon, c'est que Enfin, ça sur l'aura la agrandi, boucle Petit Saut Cayenne, il y c'est a vrai qu'il y a pas Kourou, beaucoup il y a pas beaucoup il y a d'entreprises, Kourou, il y a le CSG, il y Ah a, oui, c'est ça, il y a pas beaucoup d'entreprises industrielles, enfin gros consommateurs d'énergie, oui, c'est Voilà. ça, d'accord. Et donc, il faut sécuriser cette boucle. Alors, les travaux de la deuxième ligne n'ont pas commencé, mais les études sont faites. Le Oui. préfet doit prendre un arrêté là pour lancer toutes les consultations. Donc, il y a des tracés ont déjà été étudiés. Ça va être mis en concertation auprès des populations. Il faudra exproprier, bien évidemment. Ça va coûter 100 millions d'euros. 100 millions. Ou Là, 50 vous parlez de millions. ce qui a été demandé. 100 millions d'euros, pardon. 100 millions. Hein Oui, 100 millions d'euros. Oui, 100 millions d'euros. Mais Mais donc, là, vous en parlez attendant- donc du doublement de la ligne, Mais donc, en de attendant- Petit Saut À Saint-Laurent. à Saint-Laurent. Donc, une Et fois ça, qu'elle sera c'est doublée, il n'y aura plus de problème d'alimentation. C'est À sûr. part le réseau de distribution quand c'est indépendant. Oui. Mais donc, en attendant, Des qu'est-ce qu'on réseaux des fait communes, oui. En cas de rupture depuis Petit Saut, des unités de secours. Oui, ce sont les Donc- fameux groupes qu'il y a à l'entrée de Voilà. Saint-Laurent, là. Voilà, ça, c'est les groupes de secours. Et il y en a d'autres qui sont prévus. Donc, il y en a qui sont déjà. Il y en a encore d'autres, quand même. On a prévu pour une augmentation de la demande qui doublerait. Et donc, 28 mégawatts, 28 mégawatts de moyens de secours. Donc, la CEOG en est un. Il y a D'accord. plusieurs technologies maintenant. La D'accord. CEOG, Il y a la on CEOG, fait l'électrolyse de panneau l'eau, solaire avec, voilà. on a les batteries. Et donc, c'est une innovation Il y a technologique. une ferme solaire aussi Il supplémentaire. y a une ferme pour solaire relancer, avec batterie et groupe électrogène au bioliquide. Il y a un autre projet, 6 MW de groupe électrogène bioliquide. Et donc, il y en aura d'autres. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour sécuriser en attendant la boucle. deuxième ligne entre Petit Saut et Saint-Laurent. Laquelle fameuse deuxième ligne, elle, est prévue pour être réalisée avant la fin de la PPE ou À l'horizon de la PPE, oui. à l'horizon 2033 Oui. Entre les études et la recherche de financement, Non, les financements sont assurés. les financements sont Voilà, assurés. c'est validé par la CRE, donc c'est assuré. Ce n'est pas une question de financement, c'est une question de procédure administrative, d'études, de consultation, de concertation, de validation du tracé, d'expropriation, etc., etc. D'accord. Alors venons-en à un autre sujet qui fait débat. On revient sur... Alors déjà, on a appris grâce à vous que la biomasse liquide qui va être utilisée au Larivo ne sera pas utilisée qu'au Larivo, mais sera utilisée aussi dans les groupes des centrales de l'intérieur, sera aussi utilisée dans les groupes de secours sur Saint-Laurent. Bon, donc on va passer à de la biomasse liquide. La notion de biomasse liquide, vous pouvez nous la rappeler? Vous avez dit que c'est à partir du colza, Oui, par alors, rapport au fioul. oui, c'est ça. Alors, le lien déjà, pourquoi biocarburant? Parce que c'est un carburant, donc c'est une chaîne molécule hydrogénée, un carbone-hydrogène, et donc qui est présente dans les énergies fossiles et qui est aussi dans l'huile végétale. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne produit pas de colza pour produire des bioliquides, que ce soit bien clair. Le colza est produit pour faire de l'alimentation Oui, animale. l'huile de colza. Oui. Non, de l'alimentation animale. D'accord. Donc, il y a une usine de trituration de la graine. Donc, la graine du colza, puisqu'elle est très oléagineuse, remplie d'huile, pour en extraire l'huile. Et ce qui reste, on appelle des tourteaux. C'est pour ça qu'on produit du colza, qu'on a une usine de trituration de la graine, est utilisé pour l'alimentation animale. Et le sous-produit, le déchet, si vous voulez, le sous-produit de cette transformation, c'est de l'huile de colza. Et donc, de là, il y a deux filières. Une filière qui est pour, traditionnellement, l'huile végétale, donc il y a de la filtration, etc. Et ensuite, il faut une autre usine pour travailler la molécule hydrogénée, de transestérification, pour transformer cette huile végétale en carburant qui peut être utilisé dans des moteurs à explosion. D'accord. Ben oui, ça c'est important de savoir que déjà, effectivement, à la base, le colza, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'alimentation Animale. animale. Tout à fait. Oui, d'accord. Il comprend, c'est la même chose que pour le soja, quoi, à peu près. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, revenons à ce principe. Donc, demain, notre fameuse usine du Larivo, qui est censée servir de secours, mais c'est un secours dont on risque d'avoir besoin tant qu'on n'est pas monté en puissance Tout à fait. sur notamment le photovoltaïque. Voilà, on aura besoin d'utiliser aussi en moyen de production, comme on le fait aujourd'hui avec des grades d'écane, le temps d'avoir la puissance nécessaire en photovoltaïque, les batteries et le compensateur synchrone. Alors, pourquoi de manière tout à fait intelligente, intégrée, on parle de souveraineté dans tous les sens aujourd'hui, on n'a pas décidé, puisqu'on sait qu'on allait avoir du bioliquide, et avoir besoin de colza ou d'autres choses d'ailleurs, pour alimenter cette usine, pourquoi est-ce qu'on ne plante pas en Guyane?
Alors, c'est très simple, hein, on en revient à le b.a.-ba de la physique, hein, et à la question de rendement. Donc, pour produire 1 tonne de bioliquide, il faut à peu près 1 hectare de colza. D'accord. Donc, les prévisions d'utilisation de la centrale du Larivot, au début, qui sera le plus gros, qui va aller en diminuant, est de 100 000 tonnes par an. Donc, l'usine du Larivot impliquera une production de colza sur 100 000 hectares. En Guyane, la surface agricole utilisée totale, c'est 36 000. 40 000, oui. Donc, on est dans une échelle. D'accord. Il faut la multiplier par 3. La déforestation, les champs en Guyane doivent être multipliés par 3. Il faut les produire, et puis c'est dans combien d'années? Parce que l'usine... Pour une usine qui est appelée à fermer. Oui, non, mais surtout qu'il va commencer à consommer à la fin de l'année. Là. Ah oui, en plus. Voilà. Donc, je pense que ça s'arrête là, la discussion. C'est ça, tout simplement pas aux dimensions du marché guyanais. D'accord. Pas aux dimensions du marché guyanais. C'est un peu dommage, quelque part. Hein. Il ne pourrait pas y avoir une solution réfléchie. Vous voyez pas s'en sortir, vous voyez pas d'autre solution que celle-là. Déjà, ça a été une avancée. Pour vous qui êtes effectivement en fait, c'est énergétique en Guyane, le fait d'avoir obligé EDF de sortir du fioul pour passer au bioliquide, c'est quand même un... Oui, alors ça coûte plus cher, mais bon, c'est moins polluant. C'est-à-dire que s'il y a une fuite sur l'oléoduc, c'est de l'huile. Ouais. Donc, il faut se rappeler, de l'huile végétale. Hein. Il n'y a pas d'explosion. Il y a des petits problèmes de stockage parce qu'elle ne tient pas très longtemps. Mais enfin, bon, ça, c'est un problème de gestion de stock. Mais c'est surtout ça plutôt que d'importer du pétrole, du diesel, du fioul. Le Larivot, c'est du bioliquide à la place du fioul. Hein. Oui, c'est quand même un plus qui est reconnu un petit peu partout. Mais j'ai l'impression que EDF, c'est l'ensemble de ces centrales hein, qui sont... Tout à fait. Je peux comprendre que sur la Guadeloupe, sur la Corse, la partie EDF qui n'est pas en interconnexion. Hein, effectivement, il bascule sur le bioliquide. Alors, un autre questionnement, et je voudrais revenir avec vous sur le problème de ces communes de l'intérieur. Parce que, bon, est-ce que le poids aujourd'hui, je crois que c'est ce syndicat de l'électricité, alors c'est pas la CTG, c'est vrai que ce sont les communes, mais vous travaillez en partenariat. Est-ce que à l'intérieur de cela, il y a... parce qu'il y a encore des communes, excusez-moi, je suis un peu confus, mais je voulais venir au cas de communes comme par exemple celle de Saül. Saül qui est propriétaire de ces moyens de production à date d'aujourd'hui. Est-ce que ça continuera? Est-ce que ça va revenir? Je veux revenir on en parlait, bon, pas Maripasoula, mais des grands sentis, des camopis, des petits bourgs comme ça, où les moyens d'intervention sont souvent limités. Et remplacer ça par d'autres outils, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est envisagé ou envisageable? Je ne sais pas si c'est dans la PPE ou bien avec le SMEGI que ça doit se faire. Oui, tout à fait. C'est un problème à régler entre communes, Saül. Alors, donc, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'implication, enfin, ça ne relève pas du tout de la PPE, c'est de la compétence des maires, bien évidemment. J'ai peut-être des questions à leur poser. On est en période électorale, je ne vous mets pas en difficulté. Mais à mon avis, ce sont des sujets importants. Parce que... Alors, je mets Maripasoula un peu à part, hein, parce que Maripasoula commence à avoir un besoin en électricité qui est... Oui, mais comme je vous l'ai dit, on a basé le dimensionnement de notre production aux prévisions de la demande. On a pris toujours les plus conservatrices possibles. Et donc, Maripasoula, effectivement, hein, c'est un boom économique, mais les moyens de production sont là et seront décarbonés. Vous garantissez, enfin, c'est pas vous qui pouvez, mais enfin bon, parce qu'il y a l'opérateur derrière qui est EDF, mais vous garantissez que avec la mise en œuvre du lycée, avec tous les éléments dont on a besoin, Maripasoula, que les choses iront bien? Tout à fait. Enfin, moi, je garantis que tout a été prévu. Tout a été prévu. Et dimensionné correctement. Mettez votre casque. Il y a Xavier qui veut vous poser une question et qu'on va prendre tout de suite. Oui, bonjour Xavier. Bonjour, oui. Je voudrais demander pour le choix de la centrale. Pourquoi on n'a pas pris comme choix la canne à sucre? L'éthanol, oui. Enfin, oui. Au lieu de prendre l'huile de colza. D'accord. Parce que la canne à sucre ça aurait pu créer une économie au niveau de l'agriculture. L'éthanol, et même, c'est un choix plus judicieux que l'huile de colza. Il y avait eu effectivement une... Ah, c'est vieux. Mais bon, c'était tombé à l'eau. Il y avait eu un projet du temps de M. Castor
Voilà. Parce- Et allez-y. Excusez-moi, l'huile de colza ne la produit pas ici. Non. Et s'il y a des problèmes, il y a tout le temps des problèmes de port. Alors, s'il y a des problèmes de port, en France, on n'en produit pas. Hein, les dernières régions. Ah non, ils en produisent. Elle vient de France métropolitaine, hein, théoriquement. Les contrats non, mais les dernières régions n'en font pas beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Donc, je ne sais pas pourquoi le choix de l'huile de colza, alors que la canne à sucre, après, ça aurait pu être développer une économie, que ce soit dans l'agriculture. Et puis, après, même si on a la centrale, EDF, tout le réseau, il n'est pas bon, hein, le réseau, il n'est pas dédoublé. Quelle que soit la centrale que vous allez faire, il y aura toujours des problèmes. Hein. J'ai fait mon stage, hein, j'ai un niveau en ingénieur électrique, j'ai fait mon stage à l'UDF, hein, à l'OCC, l'organe de contrôle qui place toutes les centrales. Vu le retard qu'il y a au niveau du réseau électrique, même si on aura la centrale, il y aura des problèmes, hein, parce que rien n'est dédoublé, tout est obsolète, et il y aura des problèmes. Hein. Il y a combien de millions à investir, hein, même des millions, sérieusement. Hein. Très bien, Gilles, on va essayer, Xavier, pardon, on va essayer de voir si Monsieur Cazel, qui lui s'occupe d'une partie de toutes les problématiques que vous avez pesées, mais on va essayer de... Oui, mais il s'occupe de la CTG, il faudrait faire oui, mais justement, quand il dit la CTG, Monsieur Cazel, la CTG s'occupe que d'une partie. Hein, il y a d'autres responsables. Oui, nous les contribuables, on paye après ces choix-là. Oui, j'en suis certain, je suis d'accord avec vous, nous sommes tous logés à la même enseigne. Allez, écoutez, parce qu'il y a les problématiques qui relèvent donc des maires, hein, dont vous avez parlé, notamment quand on parlait de réseau de distribution. Oui, mais je pense que le questionnement principal concernait cette question qu'on a commencé à traiter sur on importe du colza, pourquoi on ne fait pas de la canne à sucre qu'on pourrait cultiver ici. Alors, c'est toujours pareil, il y a une question de timing. Il faut que la canne à sucre, c'est pour produire de l'éthanol, oui, voilà. C'est une autre technologie. Enfin, il faut fournir à la fin de l'année. Ensuite, sur une demande qui va diminuer. Donc, et quand on fait, c'est ni la CTG ni personne. Ce sont des investisseurs privés, des agriculteurs privés qui vont se lancer dans une telle culture en n'ayant potentiellement qu'un seul client. Oui, potentiellement. Mais une fois de plus, on peut imaginer qu'il y aurait d'autres clients derrière. Mais la PPE ne dit pas qu'on ne va pas produire de colza sur place ou que ce soit interdit. Hein. C'est juste. Ça ne nous semble pas possible, mais c'est une fois de plus le secteur privé. On peut peut-être expliquer à nouveau à nos auditeurs et téléspectateurs, parce qu'eux, ils ne possèdent pas le dossier comme vous l'avez vous. D'abord que cette usine du Larivot, tout le monde pense, elle vient en secours, encore une fois, en secours d'un schéma général qui est d'abord basé sur Petit-Saut. Oui, plus les centrales biomasse entre Petit-Saut et Cayenne et les panneaux photovoltaïques. Et accessoirement, pas accessoirement, et les panneaux photovoltaïques qui vont prendre de plus en plus d'importance. Exactement. Bien. Donc c'est au cas où il y ait un de ces outils, donc c'est une centrale qui est vraiment en secours. Bon, c'est un faux secours parce que généralement on sait qu'elle va fonctionner comme le dégradé canne aujourd'hui, en fournissant quelquefois même jusqu'à 50-60% des besoins. Néanmoins, peut-on baser un développement d'une filière agricole, économique, de création de colza ou de canne ou n'importe quoi pour une usine dont on dit qu'elle est là qu'à titre de secours et qu'au fur et à mesure des années, son utilisation de colza ou autre va diminuer? C'est un peu ça le problème. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis une fois de plus, il faut bien se rendre compte que quel que soit ce qui est inscrit à la PPE, derrière, ce sont des investissements privés. Donc, pour faire une usine de transestérification, il faut transestérification de la graine ici, par exemple, il faut un investisseur privé qui vienne investir. Et pour qu'on ait de la culture de canne à sucre, de colza, il faut que des agriculteurs se lancent. C'est clair. Et donc, notamment si on parle de colza ou de soja ou autre, dans un premier temps, retrouvons une usine de fabrication d'aliments pour le bétail, important du tourteau de soja ou de colza. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y en aura qui planteront du colza pour la vendre à cette usine-là. Et lui, la vente à EDF. Bien, je vais vous remercier, Pierre Clazel. C'est un sujet un peu technique, mais qui importe à tout le monde pour demain. Moi, je retiendrai deux choses. Un, déjà, la PPE est bouclée et elle est transmise pour validation. Deux, pour vous, vous en êtes très fiers parce que nous allons être les champions du monde en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Trois,
si vous avez des investissements à faire dans ce secteur, pensez photovoltaïque parce que c'est vraiment le poids de la PPE de demain. J'ai bien résumé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, je suis content des travaux qui ont été menés. La concertation avec tous les acteurs du territoire a été, pour moi personnellement, très enrichissant. Mais c'est surtout, on a une PPE qui permet le développement économique de la Guyane. Et puis les 120 MW du Larivo, c'est du secours, mais c'est de la puissance immédiatement disponible au cas où, et au cas où sur le long terme. S'il y a un nouveau, on est en train de parler de projet de data center par exemple, il faut 12 MW. Oui. Et donc voilà, il faut que le réseau soit prêt et notre réseau est prêt pour toutes ces éventualités. Voilà, je rajouterais qu'en termes de coupures, notamment dans l'Ouest, vous nous avez aussi garanti que la distribution, mais attention, on parle bien de haute tension, hein, la distribution en gros sera faite avant la fin de la PPE, donc le doublement de la... Oui, le doublement de la ligne avant la fin. Ça, c'est important. Et pour ce que disait Xavier, le dernier, par contre, c'est un peu plus compliqué, parce que là, c'est... Les réseaux qu'il faudrait reprendre ou refaire, ça relève plus des maires et ça relève... Ça relève des travaux entre le SMEGI et le concessionnaire EDF. Voilà, alors bon, c'est les élections municipales. Posez la question à vos candidats maires, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour améliorer leur réseau d'électricité. Merci Pierre Cazel de cette Merci discussion. à vous. Voilà, d'ailleurs, tiens, on posera la question demain parce qu'on reçoit une liste candidate aux élections municipales demain sur Matoury. On reçoit Madame Éline Grain-Émile du MDES. Voilà, au revoir. Au revoir et bonne journée.